Bonjour et bienvenue à tous ceux qui se joignent à moi, mes élèves en particulier, ou les élèves des enseignants de l'école du Triolet, dans le cadre de ce tutoriel-ci qui traite du phénomène de concentration de richesse aux mains d'individus très riches ou ultra riches, phénomène de concentration pour lequel on se demande est-ce que ça pourrait être une cause des inégalités dans la répartition de la richesse. Donc, est-ce que la concentration aux mains d'individus de richesse, est-ce qu'elle cause elle-même des inégalités? Pour d'abord répondre à cette question-là, je vous ai choisi de vous mettre un graphique aux États-Unis. Il part de 1979 à 2007 et il montre la progression, l'augmentation du niveau de richesse par catégorie de citoyens. En fait, la ligne qui est en rouge représente les 1% les plus riches pour une hausse de 281% de leur richesse. Donc, plus 281, ça veut plus ou moins dire que ils ont quadruplé leur fortune de 1979 à 2007. Si on va avec la ligne bleue foncée tout en bas, vous avez les 20% des Américains les moins riches qui ont vu pour la même période leur richesse augmenter de seulement 16%. Donc, euh, pour mieux l'illustrer, je vous ai fait une petite infographie. Imaginez que le sac de la richesse des 1% des Américains les plus riches, toute leur fortune est dans ce sac-là. Eh bien, jusqu'à 2007, ce sac-là a quadruplé, plus ou moins, donc fois 3,81. Tandis que pour les 20% des Américains les moins riches, le sac d'origine est passé d'un montant, d'une grosseur, d'un volume, et il a grossi de 16%. Donc, il a été multiplié par seulement 1,16 par rapport à quadruplé pour ce qui est du 1% des plus riches. Et d'ailleurs, on entend souvent une phrase qui dit les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Avec cet exemple-ci, on ne peut pas dire que cette phrase-là est vraie. En fait, cette phrase-là, on devrait plutôt la traduire par les riches, surtout les ultra-riches, s'enrichissent vraiment plus rapidement que les autres. Et cet enrichissement-là d'une minorité qui concentre de la richesse, ben, c'est le concept même de concentration de richesse. Un autre graphique chez nos voisins américains que j'ai choisi que j'ai choisi pour illustrer la concentration est l'évolution de ici c'est pas l'évolution en pourcentage de la hausse, mais c'est le pourcentage de toute la richesse nationale que détiennent certains Américains. La ligne en bleu foncé est la ligne des 90% des Américains dans le bas de l'échelle, tandis que la ligne en bleu pâle, couleur chip au vinaigre, est le 0,1% des familles les plus riches. Si vous regardez les deux courbes, elles évoluent en sens inverse généralement, mais elles se recoupent et se croisent vers 2012. Et ce qui veut dire que la richesse totale du 0,1% des familles les plus riches américaines, leur patrimoine de richesse, la somme de richesse qu'ils détiennent est la même, est l'équivalent, le même montant et le même pourcentage que le 90% des Américains dans le bas de l'échelle. C'est quand même assez impressionnant. Et pour visualiser très rapidement, imaginez-vous que j'ai choisi des sections du Centre Bell qui représentent 1000 spectateurs et que ce serait 1000 Américains qui sont assis dans les estrades. On aurait sur les 1000 100 Américains qui seraient les 10% les plus riches et dans le fond, presque 900 Américains qui seraient dans le bas de l'échelle. J'ai mis une section en gris, ce serait les 10% les plus riches. Puis soudain arriverait une seule personne, ce monsieur-ci, il va s'asseoir dans les gradins et le pixel jaune là où il est assis, ben ça équivaut à toute la richesse de tous ceux qui sont dans les estrades, sauf ce qui est grisé. Alors ça vous donne une image là, de la concentration de la richesse aux mains d'une seule personne dans l'amphithéâtre, ou c'est-à-dire une personne sur 1000, car 0,1%, c'est 1 millième des individus qui détiennent la même fortune que 900 sur 1000. Passons maintenant à une autre partie. Tentons d'expliquer comment cette concentration-là peut se faire. Et une des raisons pour notre seconde partie, ce serait la hausse des revenus d'individus riches, très riches ou ultra riches. D'abord, avant de parler que leurs revenus ont haussé, donc l'argent qu'ils accumulent, on devrait voir les catégories de revenus. Pour vous et moi, et pour beaucoup de personnes, vos parents sans doute, la plupart des gens, l'essentiel du revenu, voire le seul revenu, est le salaire. Il peut y avoir d'autres sources de revenus, il y en existe d'autres, mais ces autres sources de revenus-là sont plutôt rares chez les travailleurs et travailleuses. Par contre, chez les gens qui vivent de leur placement, qu'on appelle des rentiers, des entrepreneurs et des PDG, dans l'autre colonne du tableau, il existe une panoplie de façons de s'enrichir. Les travailleurs aussi peuvent avoir ces manières-là, mais comme je le dis, c'est plus rare. Alors,
Par exemple, ils peuvent avoir eux aussi un salaire, des primes au rendement, donc des primes en argent. Ils peuvent faire du gain en capital. J'expliquerai plus loin dans la vidéo qu'est-ce que le gain en capital. Ils peuvent avoir des intérêts sur des placements. Ils peuvent avoir des dividendes. Des dividendes, c'est des profits que les actionnaires d'entreprises à la bourse reçoivent, donc qui leur sont donnés. Ils peuvent avoir aussi des revenus de location s'ils sont propriétaires d'un immeuble à logement. Les locataires les paient. Ça leur donne des revenus de location et beaucoup d'autres formes de revenus. Donc ça, c'est les catégories de revenus. Si on regarde pour une catégorie particulière, les PDG, qui veut dire les présidents ou présidentes directeurs généraux d'une entreprise, les présidents directeurs généraux d'entreprise, j'ai ici mis une citation du journal Les Affaires. Les 100 présidents directeurs généraux, donc les présidents des très grandes entreprises canadiennes, les 100 qui sont les mieux rémunérés au Canada, ils ont empoché en moyenne un salaire de 9,2 millions en 2013, c'est-à-dire 25% de plus que ce qu'ils avaient gagné en 2008. En comparaison, le revenu moyen des Canadiens, il a augmenté de 12% pour la même période, pour un total de 47 358 $. Donc, la concentration de la richesse va vraiment plus vite dans les poches des 100 PDG que la moyenne des Canadiens. Et un exemple vraiment particulier, toujours au Canada, le président d'Onex Corporation, Gerald Schwartz, a empoché la plus grosse rémunération au Canada en 2013, c'est-à-dire 87,9 millions de revenus par l'entreprise. Sur le total, il y a eu 61,4 millions en options d'achat d'actions. C'est-à-dire qu'on lui donne une partie de salaire, une partie de son revenu en salaire, mais d'autres façons aussi, comme des actions de la compagnie. Et il y a un avantage à recevoir des actions de la compagnie, on le verra plus tard dans la vidéo. Si on va dans le monde, pas seulement au Canada, la moyenne des PDG des grandes entreprises, on peut regarder le ratio de leur rémunération. Le ratio de rémunération, c'est-à-dire qu'on prend le salaire moyen et on le divise par le salaire moyen des autres travailleurs. Et vous voyez qu'il a vraiment haussé de façon fulgurante, particulièrement depuis les années 90. Et il y a eu des grandes variations de ce ratio-là, mais si vous regardez, ça oscille vraiment entre 200 à 300 fois plus élevé que le salaire moyen pour les présidents des grandes entreprises mondiales. Ce qui est quand même une illustration de concentration de la richesse pour cette catégorie de personnes-là. Toujours sur ce thème-là, vous voyez qu'il y a différents pays ici. Je ne ferai pas toute la liste, mais exemple, les États-Unis, le ratio 354 fois le salaire moyen pour les présidents d'entreprises américaines, 206 au Canada. Et vous voyez que c'est différent dans d'autres pays également. Mais malgré tout, là, dans mon tableau ici, le Royaume-Uni a 84 fois le ratio, qui est quand même beaucoup moins qu'aux États-Unis, mais qui est quand même un gros chiffre. Ici, il s'agissait des chiffres de 2012, par contre. Si je compare avec d'autres pays, on peut se demander est-ce que c'est vraiment le cas partout dans le monde. Vous voyez que c'est très varié. Mais en fait, il existe un pays notamment qui s'illustre par sa culture très différente à cet égard-là. Il s'agit du Japon. Au Japon, c'est extrêmement tabou que d'avoir des présidents ou des présidentes d'entreprise qui gagnent des ratios vraiment plus élevés que leurs employés. À titre d'exemple, une des plus grosses compagnies au monde, Toyota, qui est le fabricant numéro 1 d'automobiles au monde, ex-aequo avec Volkswagen, le président de Toyota a empoché un salaire de 1,9 million de dollars et le ratio de son salaire, donc si on divise son salaire par le salaire moyen de ses employés, ben c'est plus ou moins 25 fois. Alors vous voyez que c'est quand même un bon salaire, mais ça n'a rien à voir avec le ratio aux États-Unis qui est 354 fois versus 25 pour le PDG de Toyota. Passons dans une troisième partie. Oui, ok, c'est un exemple, la rémunération des PDG, mais est-ce que les riches et ultra-riches ont d'autres façons de concentrer la richesse? Mais il ne faut pas oublier que quand on a de l'argent, on paye de l'impôt, tout le monde. Et il y a des lois et des stratégies fiscales que les très riches et les ultra-riches peuvent mettre de l'avant pour diminuer leur facture d'impôt. Regardons comment ça peut fonctionner. Je reviens justement avec le tableau sur les catégories de revenus pour vous parler du gain en capital. J'avais dit que j'en parlerais davantage. Alors, qu'est-ce que le gain en capital? Un gain en capital, c'est quand on vend un placement
à une valeur plus élevée que le prix qu'on a payé à l'origine. Exemple, quelqu'un qui aurait acheté un immeuble à logement 500 000 et qui le revendrait 900 000 quelques années plus tard, ben, on fait le calcul, 900 000 qui est le prix de vente moins 500 000 le prix d'achat, ce qui donne un gain en capital de 400 000 $. Et le gain en capital ne se fait pas seulement que sur des immeubles à revenus, mais il peut aussi se faire pour des placements boursiers. Quelqu'un qui achèterait 1000 actions à 50 $ d'une compagnie, donc 50 000 $ d'acquisition, 1000 actions à 50 $, 50 000 $. Il revendrait les actions à 110 $ l'unité, donc un total de 110 000 $. 110 000 moins 50 000 donnerait un gain en capital de 60 000 $. Or, le gain en capital, on paye beaucoup moins d'impôts sur un gain en capital qu'on paye de l'impôt sur notre salaire. Alors, pour les gens riches, quand ils perçoivent des profits de vente d'actions ou d'immeubles à revenus ou tout ça, ça leur permet de diminuer leur facture d'impôt et donc de garder plus d'argent dans leur poche et de préserver le phénomène de concentration de richesse qu'ils peuvent accumuler pour eux et elles. Et on pourrait se demander depuis quand, ou en particulier, ça a toujours existé, mais depuis quand cela s'est-il amplifié, ce phénomène de concentration? Un ancien président des États-Unis, celui qui envoie la main, Ronald Reagan, dans les années 80, ainsi que la première ministre de Grande-Bretagne, Margaret Thatcher, ont mis de l'avant une politique qui favorisait les gens très riches. Leur idée était que les gens très riches investissent dans la société et créent des emplois. Alors, c'est une idée qui se défend, mais pour faire ça, ils ont mis de l'avant des politiques qui favorisaient essentiellement les plus riches et moins la classe moyenne et les gens défavorisés. Exemple, ils ont fait des déréglementations, baisse d'impôts pour les riches, privatisation, coupe dans les services sociaux, restriction de droits pour certains travailleurs, notamment dans le domaine de la syndicalisation, libéralisation du commerce mondial pour faire du libre-échange à l'échelle du monde, et etc., etc. Il n'est pas nécessaire de savoir tout ce que ces concepts-là veulent dire, mais pour ce qui est des baisses d'impôts pour les riches ou dans les coupes dans les services sociaux, on peut dire que ça a eu que les politiques que ces deux chefs d'État-là ont mis de l'avant dans les années 1980, ils ont influencé beaucoup de pays, notamment au Canada. Paul Martin, qui a été longtemps ministre des Finances du Canada et aussi éventuellement il est devenu premier ministre du Canada. Lui-même qui était milliardaire avant de se lancer en politique et qui l'est toujours, il a fait passer le taux d'impôt sur le gain en capital. C'est-à-dire que quand on fait un gain en capital, on n'a pas à payer l'impôt sur la totalité du gain en capital, mais sur un pourcentage. Quand il est arrivé en politique, c'était 75% de la somme du gain en capital. Il l'a diminué à 66% en 1998 et une seconde fois, il a fait passer de 66 à 50% en 2000. De telle sorte que les gens fortunés qui ont des placements boursiers ou des immeubles à revenus ou des types de placements des placements de ce type-là, vont voir leur facture diminuer. C'est toujours le cas en 2015 ici au Canada. Dans mon exemple tantôt d'un immeuble à logement vendu 900 000 $ et acheté à 500 000 $, le gain en capital de 400 000 $, ce que ça veut dire, c'est qu'avec la loi actuelle au Canada, la personne qui a fait 400 000 de gain en capital va voir, au lieu de penser qu'on paye de l'impôt sur 400 000, on va diviser et il y a seulement 200 000 $ sur lesquels on va vous demander de prendre votre pourcentage d'impôt. Quelqu'un gagnerait 400 000 $ de salaire, paierait la moitié en impôts, et il lui resterait donc 200 000 $ plus ou moins. Quelqu'un qui fait un gain capital de 400 000 $ et qui n'est pas son salaire, comme dans mon exemple, il y a 200 000 $ seulement qui est considéré par l'impôt. Donc, on enlève 50% du 200 000, ce qui fait une facture d'impôt de 100 000 $. 100 000 sur 400 000, c'est 25%. Ça veut dire que cette personne-là garde 300 000 $ et donne seulement 100 000 $ au gouvernement. Bref, ça contribue à faire plus d'argent dans les poches de la minorité très riche et ça contribue donc au phénomène de concentration de richesse. Un autre graphique qui illustre la situation au Canada, si vous permettez, je vais simplement grisonner ou mettre l'accent sur la courbe en bleu. La courbe en bleu représente de 1998 à 2014 le taux d'impôt, le taux d'imposition des grandes entreprises canadiennes ou des entreprises canadiennes. Alors, elle est passée, le taux moyen d'impôt des entreprises, il est passé de
environ 43% en 1998, et vous voyez une descente progressive jusqu'à 2014 à plus ou moins 27%. Donc quand même une baisse assez importante des impôts payés par les grandes entreprises. Et les entreprises, évidemment, paient des impôts, mais le gouvernement, en ayant baissé le taux d'impôt des entreprises, ben, il a été obligé de se reprendre en allant chercher plus d'impôts dans les poches des travailleurs et des travailleuses, de monsieur et madame tout le monde. Je reviens avec un autre exemple sur les PDG, la rémunération des PDG aux États-Unis. La courbe ici que vous voyez de 1936 jusqu'à 2005, elle est vraiment particulièrement violente avec les années Reagan, du président Reagan, et jusqu'à aujourd'hui. Alors, une hausse spectaculaire en une vingtaine d'années. Eh bien, je vous reparle de ça, pas pour me répéter, c'est pour vous faire visualiser que ce qui est en vert, c'est le salaire, leur rémunération. Il y a une partie qui est en salaire, c'est ce qui est en vert. Ce qui est en jaune, c'est des actions qui leur sont données. Regardez ici la part des rémunérations, donc de l'argent qu'on donne aux PDG des grandes entreprises américaines. Le salaire prend de moins en moins d'espace, mais les actions qu'on leur donne, c'est accru de façon considérable. Pourquoi ça? Ben, avec les politiques inspirées par Ronald Reagan, le but, c'est que les entreprises veulent payer leur PDG, leur président ou présidente, en actions parce qu'il y a moins d'impôts à payer, comme je l'ai démontré, sur les gains en capital par rapport à leur salaire. Alors, c'est à l'avantage des personnes très riches et ça contribue à diminuer leur facture d'impôt, bref, à leur laisser plus d'argent dans leur poche. En terminant, avant de faire une brève conclusion, simplement pour rendre les choses, mettre un élément de relativité, on peut se demander est-ce que c'est partout pareil? Eh bien, la réponse, c'est non. Il existe des pays où le phénomène de concentration a été diminué, voire même annulé par des politiques du gouvernement. Ici, je vous présente un graphique sur la France. Et regardez, vous avez, si je prends l'évolution depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plus ou moins, donc 1945 et les années qui suivent, on peut remarquer que la courbe qui est en jaune, le 1% le plus riche, c'est une courbe, une ascension régulière, une ascension importante, et c'est l'enrichissement des plus riches. Mais si vous regardez les 99% en dessous du 1%, les autres Français, vous remarquez qu'eux aussi, ils ont une hausse de leur richesse, mais la courbe de croissance est nettement supérieure. Bref, il y a eu un enrichissement plus grand pour les 99% du bas de la pyramide, au contraire du 1% en haut. Alors, en France, les impôts payés par les plus riches, parce que le gouvernement en a décidé ainsi, le gouvernement français, l'État français, mais ça vient contrebalancer l'effet de concentration de la richesse et ça prouve que c'est pas nécessairement une loi de la nature, mais que les gouvernements peuvent encore faire des choses. Il n'y a pas seulement qu'en France, il y a aussi des pays scandinaves, notamment Norvège, Suède, Finlande, où on voit des interventions du gouvernement qui viennent contrebalancer le phénomène de concentration de la richesse aux mains d'une minorité. En conclusion, je reviens rapidement sur ce qu'on a vu dans le présent tutoriel. Alors, la concentration de richesse est le phénomène par lequel une minorité d'individus en vient à détenir une part toujours plus grande de la richesse d'une nation ou à l'échelle du monde. Deuxième chose qu'on a vu, la hausse et la diversité des revenus d'individus très riches ou ultra riches leur ont permis de s'enrichir de façon nettement plus rapide que les autres citoyens. Troisième chose, les lois et les stratégies fiscales, c'est-à-dire qui ont rapport à l'impôt, ont permis aux riches et ultra-riches de se prévaloir de mettre de l'avant des stratégies qui leur ont permis de diminuer leur facture d'impôt. Et enfin, on a terminé en disant que c'est pas toujours partout pareil. On a vu un exemple, le Japon, les PDG qui veulent pas avoir un ratio trop élevé de leur rémunération. Et aussi, l'autre exemple qu'on a vu, c'est des interventions de l'État français qui ont contrebalancé le phénomène de concentration. Je vous remercie. C'était Daniel Rouillard pour l'École du Triolet.